Bonjour. Alors avec Flavien, aujourd'hui, on va vous faire un point sur la situation juridique de l'herboristerie. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils vont peut-être se souvenir de ce slide où on avait essayé de faire un point assez large de la réglementation. Aujourd'hui, on va axer sur 2 points, c'est-à-dire les évolutions réglementaires depuis 2015. Il y a eu certaines évolutions, notamment d'étiquetage. Et on va reparler un petit peu du statut de ces plantes. Et puis un point qui bien souvent coince, c'est la requalification en médicaments et le monopole. Et on essaiera de tirer des conclusions sur l'avenir de l'herboristerie, l'avenir des plantes en France et en Europe. Peut-être en introduction, Flavien, je pense que ça serait intéressant de faire un petit point sur les statuts réglementaires, parce qu'on parle de l'herboristerie en général, mais nous, en tant que juristes ou réglementaires, on traduit ça en réglementation. Donc en fonction des formes utilisées par les industriels, il serait intéressant de le traduire en réglementation. Alors bonjour à tous. Effectivement, dans le cadre de votre activité, vous avez finalement une pluralité d'activités. Il faut que vous ayez en tête que quel que soit le mode de commercialisation que vous pouvez avoir, que vous soyez dans le cadre d'une AMAP, sur un marché, dans une biocoop, en vente par correspondance, vous avez des obligations qui s'imposent à vos produits et à ce que vous vendez. Et ces obligations, elles vont être un petit peu différentes en fonction de la manière dont vous allez présenter vos plantes au consommateur final. On a isolé, vous voyez dans le slide derrière moi, 2 catégories et 2 grandes modes de présentation des produits. Tout d'abord, ce qu'on appelait plantes à infusion, en fait, c'est les plantes en vrac que vous pouvez vendre typiquement sur les marchés, dans des sacs, etc. Et pour lesquels, il faut bien le dire, il n'y a pas vraiment de réglementation. Quand vous êtes sur un marché, par exemple, et que vous vendez, je sais pas, du fenouil, eh bien, vous êtes finalement dans le cadre d'une vente d'une denrée alimentaire, comme si vous vendiez des framboises, des patates ou que sais-je encore. Et finalement, vous avez peu d'obligations et peu de contraintes en termes de commercialisation en matière alimentaire. Pas de texte spécifique, pas d'autorisation particulière liée à la vente des produits, donc des plantes en eux-mêmes. Et du coup, il faut se rapprocher de la législation courante, de la législation générale sur les denrées alimentaires, par exemple de type boisson, lorsque vous vendez des plantes à infusion. Et la situation est toute différente lorsque de votre plante, vous allez la transformer et la présenter d'une certaine manière qu'on va appeler complément alimentaire. Un complément alimentaire, c'est quoi? C'est un produit qui est dosé dans des unités de mesure de faible quantité, gélules, comprimés, ampoules. Et pour le coup, si vous rentrez dans cette catégorie, vous avez des obligations spécifiques, des obligations de déclaration de mise sur le marché, des obligations en termes de composition. On le verra tout à l'heure, ça a une importance parce que si vous vous soumettez à ce régime des compléments alimentaires, vous le verrez, c'est un moyen d'échapper aux foudres des pharmaciens et au monopole pharmaceutique et éventuellement de combattre la qualification de médicaments qui, pour le coup, est un petit peu plus floue lorsque l'on parle de plantes en vrac ou de plantes à infusion. Alors, si on résume, d'un côté, les plantes à infusion, c'est on considère comme des boissons. Il n'y a pas de texte spécifique, comme vient de dire de Flavien. Il n'y a pas de déclaration au préalable de la mise sur le marché. Par contre, on a un risque vis-à-vis du monopole pharmaceutique. D'un autre côté, le complément alimentaire, il est soumis au décret 2006-352. Il y a un texte spécifique français, un décret français qui émane en fait d'une directive européenne qui traite du cas des compléments alimentaires. Et la France, dans le cadre de ce décret, a souhaité, comme certains États membres, par tous les États membres, mais certains États membres, demander une déclaration avant la mise sur le marché du complément alimentaire. L'avantage, effectivement, on verra tout à l'heure un peu plus en détail, qu'il n'y a pas de risque de monopole pharmaceutique, mais depuis janvier 2015, le décret a permis la publication également d'un arrêté plante qui demande la constitution de dossiers à disposition des autorités de contrôle. Donc c'est ce qu'on appelle l'arrêté plante. Donc en fait, c'est l'arrêté établissant la liste des plantes autres que les champignons dans les compléments alimentaires. C'est un arrêté plante qui légifère la mise sur le marché français. Donc c'est uniquement pour la France, des compléments alimentaires qui contiennent au moins une plante ou une préparation de plante. Donc si vous avez un complément alimentaire qui contient 10 ingrédients,
vous avez une plante ou une préparation de plante, vous êtes soumis à cet arrêté plante. Cet arrêté définit une liste de plantes qu'on trouve en annexe 1, déclarable en article 15. Donc pour rappel, les compléments alimentaires, vous avez deux modes de déclaration. L'article 15, quand tous les ingrédients sont autorisés en France, et l'article 16, quand un ingrédient n'est pas autorisé en France et vous revendiquez la reconnaissance mutuelle. Donc vous appuyez sur la législation des autres États membres. Donc dans un tel cas, il faut effectivement prouver que votre plante ou votre ingrédient est autorisé dans un État membre, donc donner le texte de loi, prouver que vous êtes conforme à la totalité de cette réglementation, donc s'il y a des limitations aux principes actifs, il faut les respecter. Si vous avez des mentions d'étiquetage, il faut les respecter. S'il y a une dose d'emploi sur la plante, il faut la respecter. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle. Cette liste de plantes vous permet de déclarer en article 15. Donc ce sont les plantes qui sont spécifiquement autorisées en France. Deux autres annexes, annexes 2 et 3, en fait, c'est les modalités de constitution de ce dossier, qui est en fait un dossier de traçabilité, de qualité et de sécurité, pour ces compléments alimentaires qui contiennent ces préparations de plantes. Donc un exemple de plantes qu'on trouve dans l'annexe 1, donc déclarable en article 15, le Simucifuga. Donc vous avez le nom scientifique, la famille, le nom vernaculaire, donc le nom français, la partie utilisée déclarable en article 15. On reparlera de ces deux colonnes, donc des substances à surveiller, c'est-à-dire que l'administration estime que, c'est même la réalité des choses, dans les plantes il y a des actifs, il y a aussi des substances indésirables. Dans les deux cas, en fonction des quantités, ça peut être dangereux. Donc vous devez, dans le dossier, motiver la quantité que vous allez trouver dans votre complément alimentaire de manière à assurer la sécurité du consommateur. Donc on n'est pas dans des études toxicologiques à ce stade, c'est simplement la tradition. Voilà. Les préparations de plantes que vous utilisez dans la bibliographie, dans les pharmacopées, on les utilise de telle manière, à telle dose, donc on retrouve une certaine quantité de ces substances, et vous devez justifier que vous êtes dans ces quantités. C'est de la logique, mais il faut l'écrire. Donc il y a des plantes où il n'y a pas de substance, il y a des plantes où il y a une, voire plusieurs substances. Alors le texte dans les substances à surveiller ne distingue pas les actifs de les substances indésirables. Vous pouvez avoir très bien l'arpagoside qui est un actif et la thuyone qui est une substance indésirable. Dernière colonne, c'est des restrictions où là l'administration ne vous laisse pas le choix. Elle estime qu'il y a soit des préparations qui peuvent être dangereuses, soit des limitations en principe actif. Donc dans le cas du Simucifuga, on vous dit que la restriction, vous ne pouvez utiliser que les extraits aqueux ou hydroalcooliques à 30%, et on vous met une limite en principe actif. En dessous, on voit que l'armoise, on vous dit que l'huile essentielle est interdite pour cette plante. Donc comme on l'a dit, dès lors que vous avez une plante ou une préparation de plante, vous êtes soumis à la constitution de ce dossier. Le délai d'application, le texte précise que vos dossiers doivent être constitués depuis janvier 2015. Donc concrètement, le texte vous explique que tous les produits, tous les compléments alimentaires qui contiennent au moins une plante depuis le 1er janvier 2015 en France doivent avoir ce dossier au 1er janvier 2015. La problématique, c'est qu'on avait uniquement 6 mois pour se retourner. Et Flavien, il me semble que tu as eu une discussion, notamment avec l'administration à ce sujet, sur une latitude au niveau de la constitution des dossiers. Oui, effectivement, je les ai interrogés pour savoir s'il y aurait une tolérance qui serait accordée aux opérateurs économiques, puisqu'effectivement, on avait un délai qui était limité à 6 mois pour mettre en application l'arrêté plante pour les compléments alimentaires. Monsieur Cousin de la DGCCRF, lorsque je l'ai rencontré à ce sujet, m'a indiqué que a priori, sur l'année 2015, il y aurait peu ou pas de contrôle sur ce point-là. Que ce qu'éventuellement, on pourrait regarder un inspecteur local qui viendrait vous voir, c'est si vous avez commencé à établir votre dossier, commencé à recueillir des informations, mis en place un process avec votre chaîne de fabrication ou vos grossistes.
mais qu'a priori les contrôles ne commenceraient qu'à partir de 2016. Donc sous toute réserve, puisque ce n'est que dans son bureau de lui à moi qu'il a dit ça, et je vous le retranscris aujourd'hui comme il me l'a dit. Bon, effectivement, des remontées de terrain que j'ai au bout de 6 mois, depuis le 1er janvier 2015, j'ai eu pas de retour de contrôle sur l'application de l'arrêté plante dans les compléments alimentaires. Donc effectivement, il semble que les agents de terrain aient eu comme consigne d'être relativement souples sur l'application de ce texte, tout du moins pour l'instant. Je pense que leur philosophie va être à peu près identique au règlement allégation, c'est-à-dire une première visite des opérateurs pour voir s'ils sont dans le cheminement de la constitution de ces dossiers. Donc ça va être plus de l'ordre de l'information pour cette année, et peut-être 2016, courant 2016, commencer un petit peu à hausser le ton. On va revenir sur ce dossier qui est composé en fait de 2 parties. Il y a une partie qu'on va appeler 1, l'annexe 2, qui est obligatoire pour tous les compléments alimentaires qui contiennent une plante, et une partie 2 qui correspond à l'annexe 3 de l'arrêté, qui n'est obligatoire que si vous avez des préparations de plantes qui ne sont pas traditionnelles. La problématique à ce jour, c'est que dans le texte, la définition de traditionnel n'est pas expliquée. Alors on a mis plus d'1 an, 1 an et demi à bien comprendre, et moi, dans le cadre de ma société de conseil, c'est quand même 80% de notre activité, on est toujours en contact de la répression des fraudes. Au bout d'1 an, on a enfin commencé à comprendre exactement ce qu'il sous-entendait par traditionnalité. Et en plus, la notion a évolué au fil du temps. Et là, je pense qu'on a une position, on va dire, définitive. Ça n'a rien à voir avec la notion de novel food. La notion de novel food, c'est est-ce qu'un ingrédient a été consommé avant mai 97 en Europe en alimentation humaine. La notion de traditionnalité, elle va plus loin. Alors ça, c'est moi qui l'avance. D'une manière générale, il faut estimer, est-ce que cette préparation de plantes, telle qu'elle est utilisée, elle est significative en France ou en Europe depuis 25 ans. Donc l'idéal, c'est effectivement, alors ça va peut-être vous choquer, l'idéal, c'est d'avoir des pharmacopées qui reprennent le mode de préparation. Donc des pharmacopées européennes, des pharmacopées françaises. Vous pouvez revendiquer des pharmacopées d'autres États membres. Vous pouvez aussi aller jeter un œil sur d'autres documents qui sont de référence, même si, comme la pharmacopée, ne sont pas normalement opposables aux compléments alimentaires. C'est notamment les monographies de l'Agence européenne du médicament. Pourquoi pas vous regardez également le cahier de l'agence numéro 3 qui est maintenant abrogé, mais qui servait à faire les médicaments à base de plantes avant qu'on ait le format européen. On en reparlera tout à l'heure avec Flavien. La question, c'est pas de se dire si c'est un médicament ou pas un médicament, parce que d'une manière générale, normalement, quand vous êtes à la pharmacopée ou vous avez une préparation à l'Agence européenne du médicament dans le cadre d'une monographie, ça peut être un risque de requalification. Donc il va falloir s'exempter de cette problématique avant de regarder ce point-là. C'est de se dire, voilà, d'une manière générale, les plantes, elles sont utilisées selon ces préparations depuis à peu près 25 ans. Et c'est vrai que les pharmacopées ou les monographies MA montrent un recul. Si vous ne trouvez pas cette préparation dans un de ces documents, vous pouvez regarder la bibliographie, donc je dirais des documents de référence. Mais là, la difficulté, c'est que c'est quand même moins officiel, donc je ne dirais pas que c'est extrêmement à risque, mais il faut être quand même assez vigilant sur les références et trouver des ouvrages de référence, 1 ou 2 ouvrages, 3 ouvrages, qui donnent le même point de vue sur cette préparation. Alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que je vous parle de pharmacopée, de monographie de l'Agence européenne du médicament, la logique, ça serait de se dire, si vous vouliez avoir je dirais un organigramme, première étape, est-ce que je suis un médicament par fonction? Donc ça, Flavien, tout à l'heure, va vous refaire un point sur ce sujet. Non. Très bien. Deuxième étape, est-ce que je suis un ingrédient novel food? C'est-à-dire, est-ce que je peux montrer que mon ingrédient était consommé avant mai 97 en alimentation humaine? Oui. Vous passez à la deuxième étape, en Europe, exact. Et dernière étape, troisième étape, est-ce que je suis une préparation traditionnelle ou pas? Donc, est-ce que je trouve des ouvrages de référence, notamment les monographies pharmacopées, en sachant que ce n'est pas parce que vous êtes à la pharmacopée que vous êtes un médicament. La feuille de thé est à la pharmacopée. Autre point important, ce dossier est à la disposition des autorités de contrôle, donc les DDPP. Vous n'avez pas à la transmettre en même temps que la déclaration. Donc c'est l'inspecteur, quand il vient vous voir, vous demandera au bout d'un certain temps vos dossiers, et vous devrez être
être capable de les monter ou de les constituer rapidement. Quand je dis constituer rapidement, vous pouvez très bien avoir une logique de faire des dossiers par ingrédient et au moment où l'inspecteur arrive, constituer le dossier final du produit fini, puisque vous pouvez par exemple avoir plusieurs gélules de poudre de plante qui contiennent par exemple de la poudre de thé vert, et plutôt que monter le dossier, 10 dossiers avec 10 traçabilités sur la poudre de thé vert, les faire par ingrédient. Ça peut être c'est une logique intéressante. À qui est destiné l'arrêté plante et la constitution de ces dossiers? Bien évidemment, l'opérateur principal, c'est le responsable de mise sur le marché. Très clairement, c'est celui qui a son nom sur l'étiquette, sur la boîte. C'est, je dirais, le tour opérateur. C'est lui qui centralise l'ensemble des informations. Mais le texte dit bien que le décret et l'arrêté plante s'appliquent pour tous les exploitants du secteur alimentaire. Donc vous voyez en bas de slide, c'est du champ à la fourchette. Il n'y a pas que le responsable de mise sur le marché qui est concerné. L'agriculteur qui vend ses plantes, il est concerné pour la partie qui l'intéresse. On va en reparler dans le slide après. Donc c'est toute la chaîne qui doit travailler sur la constitution des dossiers dès lors qu'on sait que ça va être utilisé en alimentation humaine. Alors, je n'ai pas dit complément alimentaire, vous allez voir pourquoi après. L'article 7, c'est pour compléter un petit peu ce que je viens de vous dire, il est important. Regardez, à ce titre, les exploitants du secteur alimentaire communiquent à leur demande aux agents chargés des contrôles, c'est les inspecteurs des DDPP, les informations listées en annexe 2 qu'ils détiennent dans les limites de leur activité propre. Premier cas, le responsable de mise sur le marché détient l'ensemble des informations de traçabilité que je vais vous citer après. Le problème est réglé. Mais vous pouvez très bien avoir des informations en amont que l'agriculteur ou le fabricant de la préparation de plantes ne veut pas forcément donner pour des questions de confidentialité. Je sais pas, il a peut-être développé une méthode de dosage que personne ne connaît et il ne veut pas forcément qu'elle se promène partout sur le marché. Il n'est pas obligé de la donner au responsable de mise sur le marché. Par contre, il devra la donner à l'inspecteur des DDPP s'il lui demande. Et 2, il doit y avoir un cahier des charges entre le responsable de mise sur le marché et le fabricant. Pourquoi? Si j'étais inspecteur des DDPP, je viendrais voir un responsable de mise sur le marché, je lui dirais, voilà, 2016, vous avez un complément alimentaire à base de plantes, je voudrais voir le dossier selon l'arrêté plante. Oui, d'accord, monsieur, bon, il sort son dossier. Ah, je vois que certaines données ne sont pas dans le dossier. Oui, mais regardez, j'ai un cahier des charges, je travaille avec tel façonnier, et il s'est engagé pour le process de fabrication, pour la méthode d'analyse, à vous la donner en cas de contrôle. Ça, c'est vraiment important, puisque l'inspecteur sait que l'ensemble du dossier est maîtrisé. Si, en urgence, il doit avoir des informations très précises sur le process ou les méthodes d'analyse, il sait quel acteur il doit les voir. Petit bémol, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si par exemple les produits venaient des États-Unis, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, l'ensemble des informations, si c'est un pays tiers, l'ensemble des informations doit se retrouver en France. Un autre point dans l'arrêté plante, en fait, dans le décret français sur les compléments alimentaires, on vous parle de 3 cas concernant les plantes qui peuvent être dans les compléments alimentaires. Alors je vais les prendre dans le désordre. Vous avez celles qui sont considérées comme alimentaires, il faut sous-entendre des denrées courantes. Donc c'est des plantes qu'on peut trouver en supermarché, par exemple. Je sais pas moi, de la carotte, jus de betterave, une poudre de betterave. C'est ce qu'on appelle la catégorie 7.1 du décret. Le 7.2, c'est celle autorisée sur la procédure prévue aux articles 16 et 17. Donc en fait, ce sont les plantes qui ont été déclarées en complément alimentaire en France et qui, normalement au bout de 12 mois, mais ça a pris à peu près 7 ans, se retrouvent dans la législation française et vous n'avez plus à revendiquer la reconnaissance mutuelle et à redéclarer ces plantes en article 16. Vous les déclarez tout simplement en article 15. Et le 7.3, c'est en fait les plantes qui ont été déclarées en article 16 pendant moins de 12 mois, sous-entendu, vous avez fait une déclaration, elle a été acceptée, mais on ne trouve pas encore cette plante dans l'arrêté plante. Normalement, l'arrêté français, et donc la constitution des dossiers,
ne sont concernées que les plantes en 7.2, selon le texte. Par contre, évidemment, on parle de traçabilité, on en parlera tout à l'heure. Vous devriez avoir ces éléments d'information pour une question de sécurité pour l'ensemble des plantes contenues dans vos compléments alimentaires. Alors très rapidement, en quoi consiste un dossier arrêté plantes? Donc on a parlé d'une première partie qui est obligatoire pour tous les compléments alimentaires à base de plantes qui parle de traçabilité, de qualité, de sécurité. Vous avez une plante qui est au champ. Celui qui la récolte, il doit être capable de donner des informations sur ce qui le concerne. Est-ce que c'est une plante sauvage? Est-ce que c'est une plante cultivée? J'en avais déjà parlé l'année dernière, il me semble. Si c'est une plante cultivée, est-ce qu'il y a des pulvérisations de pesticides? Quel est le mode de séchage? En fait, c'est une fiche de récolte. Cette plante va en industrie pour être transformée. Donc, par exemple, une poudre de plante ou un extrait de plante. Quelles sont les spécifications analytiques de cette plante avant transformation? Les méthodes d'analyse? Quel est le process de fabrication de l'ingrédient qu'on trouvera dans le complément alimentaire? Donc un process détaillé avec l'ensemble des solvants d'extraction. Si c'est une poudre, la pulvérisation et le tamisage. Vous avez là ensuite l'ingrédient qu'on va retrouver dans le complément alimentaire. Rebelote, quelle est la fiche de spécification? Les méthodes d'analyse. C'est là qu'il va falloir se poser la question sur les substances indésirables. S'il y en a certaines qui sont listées dans l'annexe 1 de l'arrêté plante, il faudra mettre en place une réflexion sur quel est le seuil acceptable. Si vous avez des restrictions, comme on avait vu pour le simusifuga, sur des substances avec un dosage, il faudra par contre faire le dosage et s'assurer que vous le respectez. Alors la différence entre les deux, l'administration estime que quand c'est une restriction, il faut absolument un dosage. Quand c'est des substances à surveiller où il n'y a pas de limitation dans le texte, vous n'êtes pas obligé de faire un dosage. Par la bibliographie, si elle est relativement claire et si vous pouvez justifier, vous avez une marge relativement importante entre la teneur que vous avez déduite par la bibliographie, par des calculs, et la norme que vous êtes imposée, vous n'avez pas à faire de dosage. Si c'est relativement limite, on vous demandera peut-être au moins un dosage pour confirmer votre théorie. Ça, c'est important parce que souvent on entend, et des fois les laboratoires ont tendance à pousser un petit peu à la commande. Le dosage n'est pas une obligation pour la colonne des substances à surveiller. Vous avez un petit point sur la surveillance post-commercialisation. On vous demandera d'une manière très très simple, c'est d'avoir un cahier où vous pouvez enregistrer des plaintes de consommateurs. Donc on ne vous demande pas de faire un travail de toxicologue, de médecin, c'est simplement avoir un petit registre, ça peut être tout simplement un carnet. Tel jour, j'ai enregistré telle plainte d'un consommateur sur tel complément alimentaire, tel numéro de lot, voilà de quoi il se plaignait. Bien évidemment, après, la logique voudrait que si vous estimez que très clairement c'est votre complément alimentaire qui est responsable des effets indésirables, vous devriez remonter l'information à la DGCCRF. Puisque ça serait un produit dangereux. La deuxième partie, elle est facultative, je vous l'ai dit, c'est si vous avez une plante qui est une préparation non traditionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est un inventaire toxicologique complet, un inventaire bibliographique, où vous allez identifier les études pertinentes, qu'elles soient in vitro, animales ou humaines, et tirer des conclusions. Donc là, il faut vraiment une expertise de toxicologue. C'est des dossiers qui sont relativement longs et vous allez avoir 3 cas de figure. Premier cas, la bibliographie permet de confirmer que votre produit est sain. Vous pouvez le mettre sur le marché. Deuxième cas, la bibliographie n'est pas suffisante. Vous ne pouvez pas conclure. Vous devrez faire vos propres études toxicologiques sur le complément alimentaire. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et cas 3, non-conformité, la bibliographie montre très clairement que le produit est dangereux, vous ne pourriez pas le mettre sur le marché. Donc très clairement, à l'heure actuelle, les industriels essayent de s'écarter de ce type de préparation. C'est pour ça que si vous avez des compléments alimentaires, vous avez une analyse à faire dès ce jour. C'est est-ce que les plantes que j'ai dans mes compléments alimentaires sont des préparations traditionnelles ou pas? Et si ce n'est pas le cas, revenir vers des préparations traditionnelles. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais à vous donner si vous deviez commencer par quelque chose. Alors ça, c'est important aussi en conclusion, c'est que cette analyse que vous allez faire va peut-être engendrer des modifications de formule de vos compléments alimentaires. Donc des redéclarations.
Voilà où je veux en venir. Je vous ai parlé beaucoup des compléments alimentaires. La question se pose, l'arrêté plante est-il applicable aux plantes infusion, les plantes que vous avez en vrac, que vous allez proposer en infusion? Juridiquement, non. Mais très clairement, je vais laisser la parole à Flavien. Quand vous posez la question à l'administration, à la DGCCRF, donc centrale à Paris, on vous dit oui, mais n'oubliez pas que l'arrêté plante n'est qu'un guide des exigences alimentaires appliquées aux compléments alimentaires. Et ce guide ne fait que retraduire un texte européen qui est le règlement 178/2002, qui donne les prescriptions générales sur les denrées alimentaires. Oui, alors Jean-Christophe vous l'a dit, effectivement, l'ensemble de ces prescriptions, constitution de dossier n'est applicable qu'aux compléments alimentaires. Pour autant, vous êtes, on vous l'a dit tout à l'heure, metteur sur le marché d'une denrée alimentaire. Et vous êtes donc soumis à la réglementation générale sur les denrées alimentaires. Et notamment ce texte, plus ou moins connu, règlement 178/2002, qui a été adopté après la crise de l'ESB, pour faire simple, et qui a fixé un certain nombre d'exigences qui sont marquées dans le slide. Obligation générale de sécurité de vos produits, être sûr que les plantes que vous mettez sur le marché ne présentent pas un danger pour le consommateur. C'est la méthode d'analyse des risques que vous connaissez sans doute, HACCP, une obligation de traçabilité, le produit que je vends au consommateur final, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à mon étal, et une procédure de retrait, le cas échéant, lorsque le risque se réalise et que vous devez retirer le produit sur le marché et faire un rappel de produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je reprends l'exemple du producteur de plantes qui va sur un marché, il doit être capable d'identifier sa plante, d'où est-ce qu'elle vient, comment elle a été produite. Et ce que vous disiez tout à l'heure Jean-Christophe, on remonte jusqu'à la terre, jusqu'à la plante lorsqu'elle a été cultivée. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez en tête qu'il faut, même à votre niveau, lorsque vous êtes simple producteur sur un marché, avoir suffisamment de données qui permettent de retracer l'historique de vos plantes. Alors évidemment, on va avoir un degré d'exigence qui va être adapté à votre activité, au volume que vous allez pouvoir vendre et à la manière dont vous allez commercialiser les choses. Cela étant, l'idée c'est quoi? C'est de dire que demain, un consommateur qui présente une problématique de santé après avoir potentiellement consommé un de vos produits, il va falloir pouvoir remonter la chaîne pour savoir ce produit-là, est-ce qu'il a été vendu à d'autres personnes? Et c'est l'idée, c'est de mettre en place ce principe de traçabilité. L'arrêté plante n'est donc pas applicable à tous ceux qui ne vendent pas de compléments alimentaires. Par contre, vous avez grand intérêt à vous en servir et à vous en inspirer pour vous être au clair sur vos obligations de sécurité, vos obligations de traçabilité et sur la nature et la qualité des plantes que vous pouvez vendre. Pour devancer notre conclusion, on est persuadé que c'est la voie, c'est l'avenir. Je vous expliquerai après pourquoi. Un point rapide sur les mentions d'étiquetage, puisque c'est la deuxième évolution réglementaire cette année. Il y a un nouveau règlement qui s'appelle le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Vous en entendrez aussi parler sous le nom de règlement INCO, information consommateur, qui est applicable depuis décembre 2014 et qui impacte l'ensemble de l'étiquetage des denrées alimentaires. Donc on l'a appliqué aux plantes infusion, aux compléments alimentaires, mais c'est pour toute denrée alimentaire. N'oubliez pas aussi dans les mentions d'étiquetage que vous devez rajouter les spécificités du règlement 1924-2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé. Je ne vais pas revenir sur cette partie, on n'aura pas le temps, mais j'avais fait un détail assez, on avait fait un détail assez précis l'année dernière. N'oubliez pas qu'une allégation de santé, si j'ai juste un message, la définition, elle est extrêmement pointilleuse. C'est pas forcément une phrase, ça peut être un mot, ça peut être un graphique, une photo. Je donne toujours cet exemple parce que je le trouve tellement parfait. C'est le magnifique cœur rouge pour le consommateur, très clairement. Si vous avez un cœur rouge sur un produit, c'est que ça va avoir un bénéfice pour la santé cardiovasculaire. Vous êtes déjà dans l'allégation de santé, puisque la définition de l'allégation dit dès lors qu'une denrée alimentaire ou un ingrédient implique ou suggère un bénéfice sur la santé. Le mot suggère, il est très large. Dès lors que le consommateur
comprend un bénéfice, vous tombez dans le règlement allégation et vous devez justifier, ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein, mais vous devez justifier juste cette photo déjà. Un autre point pour les compléments alimentaires, vous savez qu'il y a un texte spécifique pour les compléments alimentaires qui rajoute aussi d'autres 2-3 mentions d'étiquetage, je dirais plutôt 4-5 mentions d'étiquetage supplémentaires pour les compléments alimentaires. Donc tout ça, ça se cumule. Hein. Vous devez connaître les mentions d'étiquetage du règlement INCO, les mentions d'étiquetage, le cas échéant, pour le règlement 1924-2006 et sa législation, et pour les compléments alimentaires, rajouter une couche supplémentaire, il y a quelques mentions pour les compléments alimentaires. Ce slide, c'est juste pour information, je vous l'avais déjà donné l'année dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière, c'est toujours intéressant. Je vous ai fait un slide où vous avez toutes les mentions d'étiquetage pour les compléments alimentaires. On va plutôt se concentrer sur ce qui a changé avec le règlement INCO. Je me suis concentré sur les principales évolutions qui vous concernent, notamment une taille minimale de caractère pour les informations devant figurer obligatoirement sur l'étiquetage, donc une taille supérieure à 1,2 mm, avec une dérogation à 0,9 quand vous avez une surface inférieure de l'emballage, une surface de l'emballage inférieure à 80 cm². Obligation de déclarer les nanomatériaux, donc vous devez mettre derrière l'ingrédient entre crochets nano, donc c'est pas très sexy pour le consommateur, au nano. Il faut éviter d'en avoir. C'est quoi un nanomatériau? C'est une poudre qui a été intentionnellement pulvérisée à moins de 100 nanomètres. Très clairement, dans les ingrédients que vous pouvez utiliser dans les compléments alimentaires, il y a un ingrédient qui est tout le temps, c'est pas de temps en temps, qui à ce jour est tout le temps nano, c'est la silice. La silice est beaucoup employée parce qu'elle va améliorer la fluidité des poudres quand vous allez faire des comprimés ou des gélules. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la silice est utilisée comme ingrédient, c'est-à-dire qu'on l'a ajoutée en tant qu'ingrédient comme d'autres ingrédients fonctionnels, il faudra l'étiqueter. Donc, par exemple, vous avez une gélule qui contient un extrait d'arpagophytum, un extrait de frêne et 10 mg de silice. Vous l'avez ajouté en tant qu'ingrédient. Vous devez donc mettre la silice dans la liste des ingrédients et vous devrez mettre silice colloïdale entre crochets nano. Deuxième cas, la silice n'a pas été ajoutée en tant qu'ingrédient, mais elle est dans un des ingrédients. C'est un ingrédient des ingrédients, c'est bien souvent le cas. La plupart des extraits de plantes sur maltodextrine ont 1 ou 2% de silice. Si, et seulement si, vous pouvez justifier que la silice dans le produit fini n'a plus de fonction technologique, vous n'êtes pas obligé d'étiqueter la silice dans la liste des ingrédients, donc vous n'allez pas mettre nano. Mise en évidence des allergènes. Donc les allergènes, il fallait déjà les étiqueter dans la réglementation antérieure. Là, il faut en plus les noter avec un moyen, un corps de caractère qui le distingue des autres mots. Donc par exemple en gras, en couleur, en italique, des choses comme ça. Pour les boissons, donc les plantes à infusion, ça c'est aussi intéressant, c'est que la valeur source de vitamines et minéraux est baissée de 15% à 7,5%. Donc notamment si vous avez des vitamines et minéraux, ça sera le cas. Enfin, la déclaration nutritionnelle est obligatoire, mais sont exemptés les compléments alimentaires, les plantes aromatiques et les épices et les mélanges. Donc vous êtes concernés également, les infusions aux plantes aux fruits, dès lors que vous n'avez pas d'autres ingrédients ajoutés que des arômes qui pourraient modifier la valeur nutritionnelle. Si vous rajoutez du sucre de manière importante, vous modifiez la valeur nutritionnelle, donc vous devriez faire une déclaration nutritionnelle, hein, protéines, lipides, glucides, c'est ça la déclaration nutritionnelle. Flavien va vous refaire un point, parce que c'est important, de la requalification médicaments par fonction et par présentation, et refaire un point avec le monopole pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre ces deux notions. Alors, parlons maintenant des empêcheurs de tourner en rond. Dans votre activité, je vous l'ai dit l'an dernier, je vous le redis, il y a deux bêtes noires, les pharmaciens d'officine attachés au monopole pharmaceutique, et l'agence du médicament. Le risque dans votre activité, puisque vous faites un métier à risque, c'est qu'on vienne vous poursuivre pour un exercice illégal de la pharmacie. L'exercice illégal de pharmacie, deux branches. Premièrement, vous vendez un médicament, alors que vous n'êtes pas pharmacien, alors que vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché au titre du médicament. Deuxièmement, vous violez le monopole pharmaceutique, qui est dans mon gros livre rouge ici,
vous violez le monopole pharmaceutique, et c'est le cas notamment des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée. Alors sur la notion de médicament, on vous a rappelé les textes sur le slide. La définition du médicament, elle est d'origine communautaire. Elle a été reprise à l'article L5111-1 du Code de la santé publique, le gros machin rouge à côté de moi. Deux branches, médicaments par présentation, médicaments par fonction. Médicaments par présentation, tout produit présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. À l'égard des maladies humaines, les magistrats ont tendance un petit peu à l'oublier. Il faut viser normalement une pathologie pour que le produit soit qualifié de médicament par présentation. Conception large, le médicament par présentation est apprécié au regard du consommateur moyennement avisé. Est-ce que le petit gars du coin, lorsqu'il voit votre produit, se dit « Ah bah là, je suis sûr, j'achète un médicament » ou est-ce que j'achète un produit de consommation courante? Deuxième branche de la définition du médicament, médicament par fonction, produit qui est administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmaco-immuno ou métabolique. Est-ce que votre produit, grosso modo, va changer quelque chose sur le fonctionnement du corps humain, et notamment pour remédier à une pathologie? À côté de ça, la définition du complément alimentaire permet une présentation proche du médicament. Vous faites des comprimés, des gélules, des ampoules. Aujourd'hui, vous pouvez faire des allégations santé. Alors la différence entre une allégation santé et puis un médicament qui va viser la prévention d'une maladie n'est pas toujours tout à fait évidente. Et puis surtout sur la fonction du complément alimentaire, un produit qui a un effet nutritionnel ou physiologique. Alors la différence entre un produit qui a un effet physiologique et un produit destiné à restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, moi je ne connais pas. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, conscient de la difficulté, on a eu des petites évolutions depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. La Cour de cassation, qui jusqu'à présent avait une interprétation relativement souple et large de la notion de médicament, et n'hésitez pas à requalifier généreusement toutes les gélules à base de plantes présentées comme compléments alimentaires en médicaments pour entériner des condamnations au titre de l'exercice illégal de la pharmacie. La Cour de cassation, en 2013 et 2014, a sorti deux arrêts qui viennent dire que lorsque le produit est autorisé comme complément alimentaire par l'administration, il échappe à la définition de médicament par fonction. Ça, c'est très important. C'est très important parce que avant, les magistrats avaient tendance à nous dire « la DGCCRF, elle peut autoriser votre produit comme complément alimentaire. Moi, je suis magistrat, je fais bien ce que je veux, et si j'ai envie de vous dire que c'est un médicament par fonction, je le fais. » Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ça peut présenter effectivement un intérêt lorsque vous envisagez le mode de commercialisation de votre produit, de passer sous le mode complément alimentaire, parce que là, vous allez échapper à la notion de médicament par fonction. Restera celle de médicament par présentation. C'est un point vraiment important, parce qu'avec le règlement allégation, à ce jour, quand l'administration fait des contrôles sur votre communication, c'est pas simplement sur la boîte, hein, si vous avez un site internet, si vous faites des publicités. Si vous n'êtes pas conforme au niveau des allégations de santé, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu égaré dans la législation du règlement 1924-2006, des contacts que j'ai eus avec mes clients, la DGCCRF est relativement conciliante, si très rapidement vous me mettez en conformité. Quand il s'agit d'une problématique de requalification en médicaments par présentation, il n'y a pas de sommation, hein, ils sont quand même beaucoup plus durs, donc soyez très vigilants sur ce point-là. Ils estiment à ce jour que maintenant le règlement allégation, ça fait quand même quelques temps qu'il est applicable, et vous devez être en conformité, et depuis très longtemps, on ne devrait plus avoir des problématiques sur la requalification en médicaments par fonction. Donc c'est un point qui souvent, je ne peux plus rien faire pour mes clients, et c'est Flavien qui reprend le ballon. Alors les plantes en vrac. Le Code de la santé publique, héritage pétainiste, vient vous dire que les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont sous le monopole pharmaceutique. Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues au présent article du présent Code, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret.
Et puis également sur les huiles essentielles, on a un monopole pharmaceutique sur 34 huiles essentielles, je crois, le reste pouvant être vendu sous réserve d'un usage cosmétique, ménager ou dans des denrées ou boissons alimentaires. Alors la notion de plante inscrite à la pharmacopée, de plante médicinale, on avait deux dérogations. Une première dérogation qui, je crois, aujourd'hui n'est plus d'actualité pour les herboristes diplômés au 20 septembre 1941. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup sur le territoire national. Et une deuxième dérogation avec une liste de plantes qui sortait expressément du monopole pharmaceutique. Une liste de plantes qui était assez limitée dans sa première version en 1979 et qui a évolué en 2008 avec deux textes. Un premier texte qui libéralise la vente de 140 plantes, donc qui sortent expressément du monopole pharmaceutique, qui peuvent donc être vendues en vrac par n'importe quelle autre personne qu'un pharmacien. Et un deuxième texte, un décret 2008-839, qui vient vous dire que dès lors que la plante médicinale fait partie d'un complément alimentaire dûment autorisé par l'administration, ce complément alimentaire, pas cette plante, ce complément alimentaire peut être vendu par une personne autre qu'un pharmacien. Avec la publication de l'arrêté plante dont vous a parlé en début d'intervention, aujourd'hui on a 500-540 plantes qui rentrent dans la composition des compléments alimentaires et qui peuvent donc être vendues par des personnes autres que des pharmaciens. Alors Jean-Christophe vous a marqué une mention en rouge, en bas du slide. Il est important de noter que les boissons à base de plantes, les plantes en vrac, ne sont pas couverts par le décret 2008-839. Moi je suis plus réservé. Je suis plus réservé parce que faut être assez logique. Le monopole pharmaceutique, il est mis en place pourquoi? Dans l'idée, et c'est comme ça qu'il est justifié par les autorités françaises au niveau européen qui n'ont qu'une envie, c'est de le faire sauter, c'est de dire le monopole pharmaceutique, il est là pour préserver la santé du consommateur. À partir du moment où on reconnaît aujourd'hui textuellement que les compléments alimentaires qui contiennent 540 plantes et plus peuvent être vendus par une personne autre qu'un pharmacien, suivant la logique, c'est que le complément alimentaire qui contient cette plante ne présente pas de danger. Il va falloir que l'on m'explique comment est-ce que ma plante, quand elle est dans un complément alimentaire, elle ne présente pas de danger pour la santé humaine et peut être vendue par une personne autre qu'un pharmacien, et lorsqu'elle est vendue en vrac, elle présente un danger pour la santé humaine qui justifie son maintien dans le monopole pharmaceutique et la poursuite du vendeur en qualité d'exercice illégal de la pharmacie. Textuellement, ce n'est pas indiqué. J'ai fait remonter l'information à Bercy, en indiquant qu'à mon avis, il y avait un vide juridique. Alors le vide juridique, c'est pas bien parce que c'est source d'insécurité pour vous. Moi, je trouve ça très bien. Quand il y a un vide, on peut l'exploiter comme on veut. Et là, on se raccroche à l'arrêté plante. Soyez intelligents. Prenez la liste de l'arrêté plante pour vendre vos plantes en vrac. Faites les choses correctement, préparez votre dossier à disposition du contrôleur pour certifier la traçabilité, certifier que vous avez un process en interne pour suivre la qualité du produit, respectez les recommandations d'emploi, les restrictions d'utilisation. Et demain, lorsque vous serez enquiquiné par l'agence du médicament ou par l'ordre des pharmaciens, on pourra aller se battre avec des armes, en indiquant que le monopole pharmaceutique ne tient pas dans cette problématique. Je vous le dis pourquoi, parce que malheureusement, et certains d'entre vous dans la salle le savent, début janvier, on a commencé à avoir des ennuis. Visiblement, l'agence du médicament n'était pas très contente de la parution de l'arrêté plante, parce que c'est un coup de boutoir dans le monopole pharmaceutique, et qu'elle qui a comme mission, comme vous le savez, de préserver la santé publique et le lobby pharmaceutique, non, ça c'est pas dans la deuxième branche, elle s'est dit, attention, mes pauvres pharmaciens d'officine et mes pauvres labos pharmaceutiques, eh bien, ils vont vendre moins de produits à base de plantes. Et alors, comme elle avait bien vu qu'elle ne pouvait pas accéder et taper sur la tête des vendeurs de compléments alimentaires, eh ben, elle a remonté la problématique à la racine. Et elle est venue voir les grossistes. Les grossistes qui vendent des plantes composant des compléments alimentaires. Et elle est venue leur dire, messieurs, ce que vous vendez là, c'est des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui sont des médicaments. Nos axes de défense, alors attention, hein, dans les plantes, on a, sauf erreur de ma part, on a l'artichaut.
dangereux. Et alors l'ANSM, donc l'agence du médicament, elle se permet tout. C'est-à-dire qu'elle vous liste dans les plantes qu'elle considère inscrites à la pharmacopée comme relevant de l'exercice du pharmacien, elle vous liste des plantes qu'on trouve dans le décret de 2008 des 140 plantes. Elle vous liste des plantes qui sont dans l'arrêté plantes sur les compléments alimentaires. Deux difficultés. La première que je vous ai évoquée, pour moi, si c'est présent dans un complément alimentaire, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être vendu en vrac. Et deuxièmement, l'ANSM, il faudrait qu'un jour elle sorte de son carcan. La notion de « j'ai une plante, c'est un médicament », c'est une aberration. Ce n'est pas la simple plante en elle-même qui confère au produit sa qualité de médicament, y compris de médicament par fonction. La Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il faut aller maintenant s'en référer à l'Europe, a eu une position à donner, c'était à l'égard de l'Allemagne, sur des gélules à base d'ail. L'administration allemande ayant dit « Oh là, les gélules à la base d'ail, ça a un effet sur le corps, c'est un médicament ». La Cour de justice de l'Union européenne a dit « Attention, c'est pas parce que la plante qui est contenue dans le produit se retrouve dans le médicament de Tartampion, Sanofi, ou que l'ail par lui-même peut avoir des propriétés pharmaco, que tout produit qui contient de l'ail va être un médicament. Il faut étudier au cas par cas la manière dont c'est présenté, le dosage de la plante, le dosage en principe actif, pour voir si, oui ou non, on est susceptible de restaurer, corriger, modifier une fonction physio-métabolique ou je ne sais plus quoi, immunologique. On a de la chance, Monsieur Cousin, la DGCCRF, qui a piloté la parution de l'arrêté plante, je l'ai alerté sur le fait que des administrations concurrentes avaient tendance à venir marcher sur ces plates-bandes et ça n'a pas l'air de lui plaire. Dans différents dossiers, il m'a donc fait des courriers en tête du ministère de l'économie, ce qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, rappelant petit 1 que la simple notion de plante n'était pas suffisante pour conférer au produit la notion de médicament. Il me rappelait que les plantes que mon client pouvait vendre étaient des plantes que lui connaissait dans les compléments alimentaires. Il les connaît comme compléments alimentaires. La Cour de cassation me dit que quand c'est complément alimentaire, c'est pas un médicament par fonction, c'est QFD. Quand je vends de la plante en vrac, je ne fais pas du médicament et je ne fais pas de l'exercice illégal de la pharmacie. Les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens, je dois vous le dire, c'est un peu calmé. Je discutais avec son conseil il n'y a pas très longtemps, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et les procès, ça coûte cher. Ils ont d'autres problématiques qui sont la vente des médicaments contrefaits en provenance, notamment d'Asie, la vente de médicaments sur Internet. Et très clairement, aujourd'hui, ils semblent avoir compris que la lutte contre les fabricants de produits de santé naturelle, c'était un combat qui était dépassé. J'ai eu la surprise de voir que l'administration des douanes, alors je ne sais pas si c'était lié à la personnalité d'un douanier en région parisienne, ou si c'était une volonté plus générale, sans doute influencée également par l'agence du médicament, est venu taquiner certains de mes clients sur une plante, le Garcinia cambogia, en indiquant « Mon bon monsieur, vous vendez des gélules à base de Garcinia cambogia, l'ANSM s'est prononcée en 2012 sur les préparations magistrales à base de Garcinia en disant que c'était des médicaments. Je considère donc que vous, vendeurs de compléments alimentaires, vous faites en fait de la vente de médicaments. Alors c'est nouveau que les douanes mettent leur nez là-dedans. Vous faites de la contrebande, parce que pour le coup, le code des douanes, ça date de 1800. Vous faites de la contrebande, de la vente de marchandises prohibées. Je vous saisis tous vos stocks et je vous interdis de les commercialiser. De nouveau, nous sommes intervenus. J'ai prévenu encore la DGCCRF, parce que le bureau des douanes, c'est assez rigolo, c'est le ministère de l'économie, c'est Bercy. C'est-à-dire que c'est le même ministère que la DGCCRF qui autorise le Garcinia cambogia comme complément alimentaire. J'ai donc alerté la DGCCRF qui visiblement a demandé à ses homologues des douanes d'arrêter de partir dans tous les sens. Donc à ma connaissance, j'ai 3 dossiers en cours. Premier dossier où le parquet est venu dire « Oh là là, c'est beaucoup trop compliqué, je classe sans suite ». Pas de poursuite. Le deuxième dossier où le parquet a dit « Oh là là, c'est bien compliqué, je vais renvoyer aux gendarmes du coin ». Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et le troisième dossier, c'est sans doute le meilleur, le parquet ne retrouve pas le dossier.
Bon, la problématique, elle est identique. Hein, donc, Monsieur Cousin de la DGCCRF, là encore, a eu la gentillesse de me faire un courrier que j'ai là sous les yeux, me rappelant que le Garcinia Cambodgia ne figure pas dans l'annexe 1 de l'arrêté du 24 juin, ce qui pouvait poser une difficulté pour un magistrat consommateur moyennement avisé, donc forcément un petit peu couillon. S'il n'est pas dans l'arrêté plante, est-ce que vraiment c'est un complément alimentaire autorisé? Donc M. Cousin me dit, néanmoins, il est prévu de l'introduire dans cette annexe à l'occasion d'une prochaine révision de l'arrêté. En effet, le Garcinia Cambodgia est autorisé dans plusieurs États membres de l'Union européenne. À ce jour, aucune donnée scientifique mettant en cause la sécurité d'emploi de cette plante n'a été portée à ma connaissance. Il est très gentil, hein, il me confirme qu'il n'y a pas de risque pour la santé publique. S'agissant de la décision de police sanitaire de l'ANSM, elle s'applique aux préparations officinales magistrales, elle n'a pas vocation à s'appliquer aux compléments alimentaires. Et enfin, je vous rappelle que la qualification de médicament n'est pas liée à l'inscription d'une plante à la pharmacopée française, mais à l'effet réel de la plante, et ça c'est de la jurisprudence communautaire. Le combat continue. Le combat continue. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la ligne de mire, alors non plus de l'administration des fraudes, je les vois moins sur cette problématique, mais de l'agence du médicament. Vous avez cette chance qu'à mon avis, la réglementation évolue et que la réglementation vous permet aujourd'hui, à mon avis, d'être un petit peu plus souple que ce qui est textuellement indiqué. Et vous avez cette chance d'être, pour une fois, relativement soutenu par la DGCCRF. Prudence, hein, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme un blanc-seing, mais notez dans un coin de votre tête que si vous faites les choses sérieusement, que vous avez un minimum de traçabilité sur vos produits, que vous respectez les préconisations d'emploi qu'on connaît dans les compléments alimentaires, on aura normalement des billes pour aller se défendre devant un juge pénal, le cas échéant, saisi sur le délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour contredire la notion d'atteinte au monopole pharmaceutique. Alors, en conclusion, quelles sont les alternatives réglementaires pour les plantes infusion? À moyen terme, Flavien vous l'expliquait, je pense qu'il faudrait réussir définitivement à régler le problème du monopole pharmaceutique. Ça a été, comme vous l'a dit Flavien, réglé pour les compléments alimentaires avec le décret de 1839, ce qui vous enlèverait déjà une problématique très importante et pouvoir utiliser un nombre plus large de plantes sans avoir de risque juridique. Comme vous l'a également relevé Flavien, ceci n'est possible, ne sera possible, concevable par l'administration que si et seulement si vous êtes capable de les rassurer sur une traçabilité, une qualité, une sécurité. C'est ce qu'a fait le marché du complément alimentaire avec la constitution des dossiers arrêtés plantes. Comme on vous l'a dit, effectivement, depuis 2002, vous devriez déjà avoir, en tant que responsable de mise sur le marché, en tant qu'opérateur de la chaîne alimentaire, ce type d'information. Et je pense, pour en discuter un petit peu avec d'autres syndicats, pour avoir vu des échanges avec l'administration française et européenne, c'est la problématique, c'est l'inquiétude des administrations françaises et européennes, c'est est-ce que vous êtes en mesure d'assurer la sécurité du consommateur? Et très clairement, avec ce type de dossier, je pense qu'une grande problématique serait résolue. Peut-être qu'on peut juste dire un mot sur le fait que votre profession, elle est disparate. Vous êtes, alors c'est bien aujourd'hui vous êtes nombreux, mais vous êtes chacun à travailler un petit peu dans votre coin. C'est tout à fait le rôle que pourrait remplir demain un syndicat de la profession. On en avait parlé l'an dernier. Je pense très sincèrement que le travail du Synadiet, que j'ai pourtant tendance relativement à critiquer de manière générale, a été important en termes de lobbying auprès des pouvoirs publics pour que le complément alimentaire sorte du champ du monopole pharmaceutique. Et aujourd'hui est important pour ses adhérents, puisque je pense que le Synadiet le fait, ou en tout cas devrait le faire, est capable de mettre à disposition de ses adhérents des données biblio, pharmacos sur les produits. Peut-être que demain, si dans votre profession vous arrivez à avoir une émulation suffisante pour monter un syndicat, ce syndicat pourrait, le cas échéant,
faire pression auprès des pouvoirs publics pour sortir de ce monopole pharmaceutique sur les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et que les choses soient beaucoup plus claires. Et puis également, vous assistez sur la mise en place de vos dossiers, sur des bases de données qui pourraient être remontées par ces adhérents. Et je pense que vous avez là matière à réflexion et à action auprès des pouvoirs publics pour que la profession, soit reconnue, mais également soit active au niveau national et communautaire. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, cela dit, le SINADIET fait très bien son travail. Il donne déjà ce type d'informations, Flavien. C'est parce qu'il y a des bons consultants. À long terme, sur une perspective de, je dirais, de 10 années, il faudrait voir beaucoup plus, avoir beaucoup plus de motivation et puis voir les choses en plus grand. C'est d'imaginer, à mon sens, une évolution réglementaire à l'échelle européenne pour n'avoir plus qu'un seul statut pour les plantes et les préparations de plantes. Donc les avantages indéniables, c'est plus de risque de requalification en médicaments par fonction, puisqu'il n'y aurait qu'un seul statut. Une harmonisation européenne de la réglementation des produits à base de plantes, puisque à l'heure actuelle, nous déclarons des compléments alimentaires dans les 28 États membres. Quand un client nous demande de déclarer un complément alimentaire avec des plantes pour les 28 États membres, je sais d'entrée de jeu que ça ne sera pas possible, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation pour les plantes en Europe. Dans certains cas, on va nous dire que c'est un médicament par fonction. Dans d'autres cas, on va nous dire, voilà, la dose, c'est pas la bonne. Dans certains pays comme la France, il y a des dossiers. Dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, c'est très, très difficile. Donc, ça simplifierait cette problématique. Et si vous aviez des dossiers à constituer, vous ne le feriez qu'une seule fois. À l'heure actuelle, quand vous faites des compléments alimentaires, que vous avez une déclaration, que vous avez un dossier arrêté plante à faire, c'est pour la France. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y aura peut-être 10, 15 États qui feront la même chose. Ça ne sera pas le même dossier dans leur langue. Là, ça serait de se dire un dossier, une bonne fois pour toutes, pour tous les États membres, ce qui ouvre un marché considérable et sans risque de requalification. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le moyen terme, la probable contrainte, et la Commission européenne l'a déjà cité dans un document officiel, c'est qu'elle n'accepterait une évolution réglementaire pour les produits à base de plantes que si on est capable de rassurer l'administration sur les problèmes de qualité et de sécurité. Donc on en revient toujours au même, ce dossier qualité-sécurité pour tous les produits à base de plantes. Certains pays ont réglé cette problématique et notamment, il serait intéressant de regarder la législation canadienne des produits naturels, des produits de santé naturels, où ils ont une seule réglementation pour les produits à base de plantes. On n'est pas laboratoire pharmaceutique avec un pharmacien responsable, les BPF, quelque chose de très haut niveau. On n'est pas comme dans le complément alimentaire où finalement vous avez aucune... en dehors de vous demander d'avoir des principes selon les HACCP, vous n'avez pas de certification officielle. Au Canada, vous avez une licence d'exploitation où il va falloir vous justifier sur la qualité, la traçabilité et vous avez un numéro d'exploitation. On n'est pas dans le médicament à base de plantes avec des coûts extrêmement coûteux, extrêmement chers, avec des procédures très très complexes. On n'est pas dans le complément alimentaire où finalement la déclaration, c'est simplement justifier que les plantes sont autorisées en France ou dans un État membre. Vous avez tout un processus qualité adapté aux produits à base de plantes. Un autre point, c'est la communication. En France, on voit très bien qu'avec le règlement allégation, il va être très très difficile de communiquer à l'heure actuelle sur les plantes. Au Canada, il y a déjà des allégations autorisées pour les plantes, même pour les probiotiques. Donc au départ, il y a 2 ans, quand j'en parlais, oh là là, ça me paraît compliqué, on va tomber dans le giron pharmaceutique, la santé. Et mes clients qui petit à petit, nous avons nous maintenant une antenne, un cabinet au Canada pour le consulting, et on aide nos clients notamment à mettre sur le marché canadien, et se rendre compte que c'est pas si complexe que ça, et ça assure une certaine sécurité de marché. Nous avons fini, merci. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, on va en prendre 2. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Yves Moreau. J'ai repris une herboristerie à Perpignan. Alors, j'ai une question à vous poser.
Concernant la vente des plantes, il y en a 140 autorisées. Et concernant les compléments alimentaires, on a un peu plus de 500. Donc, une question donc à Maître Meunier, dont peut-être en particulier, où M. Manot pourra répondre, si dans les 500 plantes qui sont autorisées dans les compléments alimentaires, si on fait un mélange de ces plantes, au lieu d'être des plantes entières, on les réduit en poudre, est-ce que le fait d'avoir de la poudre peut faire passer la plante du statut de plante en complément alimentaire? C'est-à-dire, cette plante pourrait être censée mise dans l'alimentation, dans un potage, dans une soupe, dans un yaourt de soja, et si on la met dans de l'eau chaude, si on la fait en infusion, est-ce qu'elle garderait ce rôle, son statut de complément alimentaire? Est-ce que la présentation, si on voulait vendre davantage de plantes, le fait d'avoir une poudre est par définition alimentaire. La farine, c'est de l'alimentation, de toutes les poudres de pois chiches, autres, c'est de l'alimentation. Donc si on prend ces plantes-là, si on les réduit en poudre, on peut les utiliser pour manger, mais si on les utilise également donc pour une infusion, est-ce que sur les paquets, est-ce que l'on pourrait mettre que la possibilité de les manger et de les faire en infusion, est-ce que ça peut permettre de vendre davantage de plantes? C'est effectivement une question de présentation du produit. Si votre poudre, vous la mettez dans une gélule, vous allez rentrer dans le complément alimentaire. Si vous la mettez dans un bocal pour saupoudrer sur de la soupe ou pour mettre dans le cadre d'une infusion, vous êtes sur de la denrée alimentaire courante. Parce que vous n'êtes pas sur une vente d'un produit prédosé sous une forme type ampoule, gélule, etc. Donc votre mélange de plantes en vrac broyé reste soumis à la législation sur les denrées alimentaires et donc, pour reprendre sur de la réglementation, à la liste des plantes soumises au monopole pharmaceutique avec leurs exceptions. Et pas celle des compléments alimentaires. Mais c'est pour ça que ce que je vous disais, quand je vous disais que votre plante en vrac, je trouvais ça stupide de la distinguer en fonction de qualité complément alimentaire ou à saupoudrer sur un autre produit. La plante, elle est la même. Hein. Donc le risque, il est le même, et le monopole, s'il ne tient pas d'un côté, il ne tient pas de l'autre. Moi, je voudrais savoir si les hydrolats sont concernés. Est-ce que c'est une préparation ou c'est un résidu de préparation? Et donc, parce que j'ai des producteurs qui commercialisent des hydrolats et qui considèrent que la réglementation ne les concerne pas, ne les touche pas, qu'ils ne sont pas dans ils sont pas ni complément alimentaire, ni... C'est un petit peu comme les plantes en vrac, c'est si ce monsieur vend à un consommateur, il doit avoir des conditions d'utilisation pour assurer la sécurité. Comment le consommateur doit employer cette forme? C'est les conditions d'utilisation qui vont engendrer le statut réglementaire. Si les conditions d'utilisation, c'est quelques gouttes dans un verre d'eau, en France, on estime que ça peut être un complément alimentaire. Si les conditions d'utilisation, c'est 10-15 millilitres dans 1,5 litre, l'administration estime que c'est une boisson, puisque vous allez remplacer l'eau quotidienne par cette préparation. Donc, encore une fois, c'est comme pour les plantes en vrac, c'est quelles sont les conditions d'utilisation. La différence, c'est comme l'a dit Flavien, le complément alimentaire, c'est du prédosé et en petite quantité et concentré. Quelques gouttes dans un verre d'eau, on peut estimer qu'on est encore concentré. Quelques gouttes dans 1,5 litre, vous ne concentrez pas, vous diluez. C'est la position de l'administration. Merci infiniment à nos deux conférenciers qui restent là la journée, je crois, ou non, ce matin, jusqu'à ce midi. Donc profitez-en, ils sont là. Et puis maintenant, on va pouvoir aborder la question du projet de syndicat qui donc suit bien cette première présentation de la journée.